Alors, rappelons un chiffre. D'ici 2025, la population française comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000 en situation de perte d'autonomie. On comprend dès lors que l'attractivité des métiers dans le secteur soit encore et toujours un sujet crucial. Formation, revalorisation, communication. Florence, on a l'impression que jamais l'État et les professionnels du secteur n'auront autant mouillé leur chemise qu'aujourd'hui pour tenter d'attirer de nouvelles recrues vers les métiers du grand âge. En tout cas, on a surtout l'impression que la situation qui était déjà tendue au niveau de l'emploi avant la crise, évidemment, la crise n'a pas arrangé la situation. Et c'est vrai qu'en 2021, la plus grande souffrance d'un directeur et d'une directrice d'établissement, c'est bien évidemment le recrutement. C'est vraiment un sujet central de nos débats au quotidien. Recruter des aides-soignantes, recruter des infirmières, des médecins, même des directeurs maintenant, des personnels de direction. Donc on a vraiment à certains endroits des vraies pénuries et il y a vraiment aujourd'hui quelque chose de structurel à créer entre tous les acteurs parce que c'est vraiment pour nous un sujet majeur en fait, puisqu'on ne peut pas offrir un bon service si nous n'avons pas les bons effectifs. Donc il y a énormément de travaux à entreprendre. Pour le CINERPA, évidemment, il y a la revalorisation, on va en parler avec le Ségur, mais il y a évidemment retravailler la filière. On travaille sur un triptyque et on est autour d'un triptyque dans les EHPAD, aides-soignantes, infirmières, médecins depuis 2 décennies et on n'en trouve plus. Donc il va bien falloir qu'on recrée des métiers, qu'on retravaille la filière autrement et ça, c'est l'enjeu du prochain quinquennat à notre sens. Alors, à côté de toi, Florence, Éric Aygazier, le directeur général de DomusVi. 263 EHPAD, 30 résidences services seniors, 60 agences d'aide à domicile, dont 19 SIAD. Bienvenue Éric. Alors parlons justement, comme le disait Florence, des revalorisations dans le secteur. Que peut-on en dire aujourd'hui? D'abord, s'agit-il d'une bonne chose et est-ce qu'elles pourront être pérennisées? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une très très bonne chose. Je pense que pour l'attractivité des métiers, évidemment, la rémunération, c'est un élément important. Qui plus est, entre le Ségur 1 et la prime Covid, je trouve que c'est quelque chose qui est tombé au bon moment pour remercier, parce qu'on ne les remerciera jamais assez, tous nos collaborateurs en EHPAD, parce que je pense que la dernière année et demie qui vient de s'écouler, je pense qu'on a pu compter sur eux et je pense que merci. Voilà. Et je pense que tout le monde partage. Et là, je ne parle pas que des collaborateurs des EHPAD de DomusVi, je parle de tous les collaborateurs des EHPAD en général, quel que soit leur statut d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut les remercier. Donc effectivement, c'est une très bonne chose pour l'attractivité des métiers. Mais pas que. Pardonnez-moi Éric, je vous coupe. Florence, on peut peut-être rappeler 2-3 données, 2-3 chiffres concernant cette revalorisation dont on parle. Oui, le Ségur, c'est une affaire qui est tombée sur les téléscripteurs en juillet 2020. D'abord pour le secteur public, sanitaire et médico-social, puis très vite étendu par Nicole Notat à notre demande, et donc évidemment avec l'accord d'Olivier Véran, au secteur privé. 2 types de Ségur, le Ségur 1, le Ségur 2. Le Ségur 1, 160 € net depuis le 1er septembre 2020 pour les salariés des EHPAD, tout type de salariés, sauf les médecins. Et puis 183 € net dans le secteur public et associatif, donc un petit différentiel entre le secteur public et le secteur privé, de 183 à 160 €. Donc 160 € pour nous. Et puis le Ségur 2, qui arrive là, qui est sur les personnels, centrés sur les personnels paramédicaux, donc aides-soignants, infirmiers et auxiliaires médicaux. Et là, c'est 35 €. Alors nous sommes en pleine négociation sur l'accord, donc d'ici la fin de l'année, nous espérons obtenir des signatures qui vont bien pour une application du Ségur 2 au 1er janvier 2022. Nous avons proposé aux organisations syndicales 54 € pour les infirmières en brut et 19 € pour les aides-soignantes. Donc de nouvelles revalorisations pour les soignants cette fois-ci. Donc vraiment 2 axes, une mesure totalement historique, puisque jamais, c'est quand même pour le secteur médico-social 2 milliards d'euros qui a été injecté. Alors Virginie Lasserre le sait mieux que moi, puisque évidemment c'est l'État qui nous a déployé ces crédits. Donc voilà, donc pour être plus précise, 2 Ségur, le 1, le 2 qui arrive également. Éric, comment vos salariés ont-ils réagi à ces augmentations?
Comment on réagirait tous, hein, forcément, c'est une bonne nouvelle, d'accord, sur une revalorisation des métiers. Non, mais ils auraient pu vous dire, c'est pas suffisant. Personnellement, je pense que non, ils ont conscience de l'effort qui est fait, d'accord. Bien sûr qu'on peut toujours dire que c'est pas suffisant, mais quelque part aujourd'hui, pour eux, c'était une nouvelle, et comme le disait Florence, c'est historique. Enfin, on n'a jamais connu ça, donc quelque part, on ne peut pas dire qu'ils ont pris la... Bien sûr que tout le monde rêverait de plus, mais ils ont conscience des enjeux. Oui, alors avant de vous redonner la parole, Eric, peut-être Virginie Lasserre, directrice de la cohésion sociale, à propos du Ségur justement et de ses revalorisations. Dire, comme l'a dit très justement Florence, que c'est un effort inédit de l'État, puisque c'est en grande partie compensé par l'État. Rajouter quand même qu'on a aussi ce qu'on appelle l'avenant 43 qui revalorise toute la branche à domicile à hauteur de 15% à peu près pour les rémunérations, donc de tout le secteur à domicile. Ça, faut le redire aussi, parce que c'est un secteur qui en avait éminemment besoin. Et donc là aussi, c'est opérationnel depuis le 1er octobre 2021, il faut le souligner, donc c'est en plus du Ségur. Eric, les revalorisations pour améliorer l'attractivité des métiers dans le secteur, c'est une partie du problème, mais ce n'est pas tout le problème. Oui, parce qu'en fait, l'élément rémunération était quelque chose de très important, mais pas que, puisqu'il faut attirer vers ce métier, ce beau métier qui a du sens, les professionnels, mais aussi il faut les fidéliser. Et là, je ne parle pas de fidélisation au sein de l'entreprise, je parle de la fidélisation au sein du métier. Et donc là aussi, nous, on a un job à réaliser qui est la qualité de vie au travail. C'est tout ce qui est traitement des accidents de travail, puisque ça transpire qu'on a un taux élevé. Donc on doit, dans le métier, travailler, équiper tous les bâtiments de rail, etc., pour faciliter, puisqu'elles portent des charges lourdes dans la plupart du temps sur leurs opérations de tous les jours. Donc il y a tout ce travail aussi de formation et de progression, c'est-à-dire que la triptyque dont parlait Florence, pouvoir dire, même en partant d'une ASH, tôt ou tard, à travers la VAE, vous serez AS, aide-soignante, infirmière, sur un parcours de progression, c'est ça qui les intéresse. Donc on a aussi tout ce travail à faire, parce que le ça veut dire donner des perspectives de carrière. Oui, je pense qu'ils attendent beaucoup ça, parce que dans la perspective, il y a deux choses. La progression, mais aussi la rémunération, puisque forcément, on évolue en rémunération. Voilà, donc on a tout un travail à faire dans le secteur pour devenir très attractif à tous les niveaux. Voilà. Juste une précision, je suis désolé de vous reprendre, mais l'application sur le domicile ne concerne que l'associatif, ce qui pose un gros problème de disparité entre l'associatif. Je me permets de vous reprendre parce que pour nous, c'est un vrai problème qui va se poser dans les mois qui viennent. Vous êtes moins bien servi que l'associatif. Alors, je ne dirais pas ça comme ça, mais je dis qu'à un moment donné, les disparités ne sont jamais bonnes à prendre puisque on va, entre guillemets, se faire siphonner nos effectifs. On va réagir, mais forcément, le reste à charge des personnes âgées va augmenter parce que 13%, c'est important. Et on ne pourra pas le financer que par nous-mêmes. Voilà. Si j'ai un message à passer. Il est passé, il est reçu. Bien. Florence, un mot ? Non, allons-y. Oui, non. Après, il y a d'autres éléments qui sont importants, et notamment la formation, et notamment les nouveaux métiers qu'on essaye de créer. Effectivement. Alors, Madame Lasserre, je reviens vers vous. On a parlé de la revalorisation des carrières. Il y a eu la signature le 20 octobre dernier avec le CINERPA de l'EDEC, engagement de développement de l'emploi et des compétences dans le cadre du plan d'action en faveur des métiers du grand âge et de l'autonomie. Il y a une campagne de communication, on en reparlera tout à l'heure. On a l'impression en ce moment que l'État fait feu de tout bois pour rendre le secteur attractif. Oui, heureusement, on le fait, mais on le fait avec tout le monde. C'est ce que disait Florence, il y a un enjeu absolument majeur qui est d'embarquer tous les acteurs autour de la question de l'attractivité de ces métiers du grand âge et de l'autonomie, avec des grands axes quand même qui sont assez précis. Il faut qu'on travaille la formation initiale
et continue, et j'en reparlerai. Il faut qu'on travaille aussi de la mobilisation de Pôle emploi et des missions locales. C'est ce qu'on a fait dès octobre 2020, où on était très inquiets, très alertés par les fédérations. On a mis sur le devant de la table la question des besoins de recrutement auprès de Pôle emploi, et on a de ce fait, en un an, recruté 130 000 personnes, rien que sur le secteur du grand âge, entre les SAD et les EHPAD. Donc remobiliser avec Pôle emploi sur les recrutements. Autre axe majeur, on l'a cité là, j'y crois beaucoup, c'est non pas que la qualité de votre travail, moi j'aime bien aussi parler de l'organisation du travail. Je pense que c'est assez fondamental. Je pense qu'on a tous cette expérience où on a pu voir parfois un EHPAD où les choses ne se passent pas forcément bien et il y a une complexité à attirer des gens, et puis un autre EHPAD, pourtant même public exactement, et où les choses sont beaucoup plus faciles et où on attire les gens. Donc il y a vraiment un enjeu non seulement de qualité de votre travail, parce qu'il y a le matériel qui facilite le travail au quotidien, mais d'organisation du travail. Et donc ça, nous, on a des idées derrière. C'est en Nouvelle-Aquitaine, il y a par exemple de l'accompagnement des directeurs d'EHPAD qui a pu être mis en place pour les aider à mieux organiser les choses. Nous, on veut généraliser ça. Nous, c'est État, mais avec vous tous, on veut généraliser ça sur l'ensemble du territoire. Et puis sur l'organisation du travail, juste un tout petit mot. On a par exemple un dispositif que j'aime beaucoup, moi, qui est financé au titre de l'article 51. Mais bon, on s'en fiche un peu. Mais le sujet, c'est qu'on finance en fait un dispositif à domicile renforcé sur environ 11 territoires. C'est 9 mutuelles qui y participent. Donc en fait, c'est des SAD ultra renforcés. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, quand on travaille, parce que c'est l'idée de faire mieux travailler ensemble, tous les professionnels qui interviennent à domicile, avec un temps d'ingénierie et un temps là aussi d'organisation du travail, ben là, on n'a aucun problème pour recruter. Donc, si vous voulez, je pense vraiment que ces sujets d'organisation et de qualité au travail sont absolument fondamentaux. Et puis, on a le sujet, on en parlera tout à l'heure, aussi de l'image de ces métiers qu'il faut absolument revaloriser, en surfant aussi sur ce que nous a apporté, et peut-être ce qu'a apporté la crise, c'est-à-dire quand même les métiers du care sont sur le devant de la scène, et je trouve qu'il faut surfer là-dessus pour attirer encore plus, et notamment les jeunes, vers ces métiers. Alors, on va reparler de communication effectivement tout à l'heure. Qu'est-ce que tout ça implique en termes de gouvernance ? Alors, en termes de gouvernance, au niveau national, par exemple, donc on a déjà synthétisé un ensemble d'actions très concrètes autour de cette attractivité, de ce sujet de l'attractivité des métiers, dans ce qu'on appelle un plan des métiers du grand âge et de l'autonomie, avec des réunions un peu régulières qu'on fait, et là j'en referai une en janvier avec la ministre qui interviendra, mais avec l'ensemble des fédérations. Parce que l'idée, c'est de faire ensemble. Donc, on va mettre autour de la table l'ensemble des fédérations, Pôle emploi, les OPCO, les branches professionnelles qui sont absolument fondamentales, pour voir ensemble comment démultiplier l'ensemble des actions qui sont déjà mises en œuvre sur les territoires, mais pas forcément à l'échelle. Bref, c'est comment est-ce qu'on passe à une échelle supérieure pour répondre aux besoins qui étaient cités tout à l'heure et qui sont énormes, évidemment, sur tout le secteur. Et au niveau local, en revanche, 2 mots là-dessus. On a les ARS et les préfets avec Pôle emploi qui déjà souvent tiennent fort, je dirais, aux côtés des fédérations, des comités de pilotage pour mettre en place tout ça. Mais au-delà de ça, on vient de financer avec la CNSA 20 plateformes métiers sur les métiers du grand âge et de l'autonomie, donc qui vont être opérationnelles à partir de 2022 et qui permettent là aussi de réunir autour de la table tous les intervenants pour faire en sorte que sur la formation, sur l'image, sur le recrutement, on avance davantage tous ensemble autour de l'attractivité des métiers. Il y avait Envy dans le 78 qui fonctionnait très bien, donc on a pris un peu modèle là-dessus. Il y avait aussi Omega qui, en Occitanie, réunit, je crois que c'est 40 acteurs entre les fédérations, encore une fois, les départements, les régions et l'ensemble des acteurs pour travailler sur des axes très très concrets, encore une fois, pour attirer et fidéliser les personnes sur ces métiers. Alors à côté de vous, il y a Catherine Pou, qui est la directrice des services aux entreprises chez Pôle emploi. Donc il a été question de Pôle emploi, là, déjà plusieurs fois. Dans toutes ces actions pour attirer de nouveaux candidats, justement, quel rôle joue Pôle emploi ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, en fait, nous faisons 3 choses, enfin en tout cas en collaboration, Virginie Lasserre le précisait, et je pense que c'est un élément important, le fait qu'il y ait cette synergie entre différents acteurs. Ce que peut apporter Pôle emploi, c'est effectivement faire connaître les métiers, premier élément déjà, faire tomber des préjugés sur ces métiers qui peuvent exister, et puis mettre en évidence aussi les atouts de ces métiers. Alors les atouts en termes de localisation, à proximité de son domicile parfois, enfin en tout cas, c'est pas délocalisable, c'est un élément important. Des métiers qui peuvent aussi permettre, vous le disiez tout à l'heure, une évolution de carrière. Et pour faire tout ça, on a besoin de vous, des professionnels. Alors, besoin des professionnels à la fois pour que nos conseillers, 5500 conseillers dédiés à la relation entreprise, répartis sur l'ensemble du territoire, et qui ont besoin effectivement de connaître les métiers pour pouvoir en parler, pour pouvoir s'imprégner effectivement des prérequis qui sont nécessaires, des formations. Donc ça, c'est pour nous un élément important. Et ensuite, c'est les faire connaître aux demandeurs d'emploi. Alors pour les faire connaître aux demandeurs d'emploi, je dirais de façon synthétique, on peut mobiliser trois leviers globalement. Un levier de communication et de relais sur notre site, et la campagne de communication qui sera lancée en sera la bonne occasion. On a aussi, avec Synerpa, réalisé un petit film « Fier d'être utile » grâce à un EHPAD qui a ouvert ses portes. Donc à Châtres de mémoire. Donc cette communication, on la relaiera. C'est important pour que les personnes qui cherchent un emploi la trouvent sur notre site. On a des événements que l'on appelle #TousMobilisés, qui sont des événements organisés de façon régulière dans les agences. Il y en a en moyenne 4 par mois dans chaque agence locale, sur des métiers qui rencontrent des difficultés de recrutement. Donc bien évidemment, le soin en fait partie. Et là, on a aussi besoin de vous, c'est-à-dire que qui mieux que les professionnels pour venir présenter leur structure, présenter les conditions d'exercice. Parfois, on a des initiatives, je pense, et je sais que la collègue est là, dans le Pays Basque, il y a eu un rallye des métiers où effectivement on avait des ateliers qui permettaient à la fois de découvrir le métier, au-delà de découvrir le métier, de s'informer davantage sur les conditions d'exercice, de rencontrer les personnes âgées, de rencontrer des salariés, parce que c'est un métier où on peut avoir le sentiment qu'on va être seul face à un public qu'il faut accompagner. C'est certainement pas toujours facile, sauf qu'on le fait aussi avec d'autres. Donc voilà, pour signifier cet exemple-là, le rallye des métiers. Et puis, bien évidemment, les périodes d'immersion, qui j'espère sont connues, en tout cas sur lesquelles j'ai vraiment envie d'insister. L'immersion professionnelle, c'est la possibilité pour un directeur d'établissement d'accueillir dans son établissement une personne pendant une durée qui peut aller d'une semaine, même parfois moins, mais ça peut être en moyenne, on est sur une dizaine de jours, jusqu'à un mois, soit pour lui faire découvrir le métier, et lui faire prendre conscience de la réalité des actes qui sont à exercer, et puis de l'ambiance aussi, et de l'organisation peut-être de la structure. Mais ça peut être aussi pour tout simplement initier un recrutement avec un demandeur d'emploi qui n'a peut-être pas tout à fait le profil qui était imaginé au départ, mais qui, moyennant une formation, va pouvoir effectivement acquérir la compétence nécessaire. Bien, merci. Agnès Firmin-Lebaudot, je rappelle que vous êtes députée Agir de Seine-Maritime. Alors, en matière d'emploi, fait-on bien, en matière d'emploi dans le secteur, fait-on bien et fait-on assez? Bonjour à tous, ravi d'être là pour ce grand zapping 2021. Et en vous écoutant, je me disais, je vais répondre à votre question, promis, que de chemin parcouru. Moi, je me souviens de mon premier zapping, c'était en pleine crise des EHPAD. Et là, on était un peu tout le monde contre tout le monde. Public contre privé, public-privé contre l'État. Voilà, enfin, c'était tout le monde contre tout le monde. Cette crise des EHPAD, elle a eu le mérite de faire remonter le dossier du grand âge en haut de la pile et de nous faire travailler tous ensemble. Et je dis bien tous ensemble parce que ça a été évoqué plusieurs fois et que tous les rapports qui ont été commis, et ils sont nombreux, toutes les propositions qui sont sur la table, elles ont été co-construites et partagées. Et on voit bien que là, avoir Pôle emploi, et c'est important, avoir Pôle emploi sur une table ronde comme celle-là, ça montre bien la volonté partagée et nécessaire de co-construire pour le dossier qui est sans doute le plus brûlant sur l'actualité du grand âge, c'est l'emploi, l'attractivité des métiers, on peut employer tous les termes qu'on veut, c'est le sujet.
c'est le sujet important. Et la crise sanitaire a à la fois été un révélateur de ce que ces métiers sont terriblement humains et terriblement importants pour notre société, et aussi l'accélérateur de ce qu'ici, vous savez tous, qu'il est urgent d'agir pour voir ces métiers qui étaient déjà en grande difficulté avant la crise sanitaire, qui le sont encore plus après la crise sanitaire, mais pour des raisons qui sont tout aussi multifactorielles, qui résultent, j'allais dire, du secteur médico-social, mais qui résultent aussi du fait que dans la restauration, on a aussi des problèmes, dans d'autres métiers, parce que la crise sanitaire a, sur beaucoup de nos concitoyens, remis en cause beaucoup de choses. Et donc, on voit bien qu'on a une relation au travail et au travail qu'on veut faire et à la façon de travailler qui peut-être est aussi en train de se transformer. En tout cas, le rôle collectif et le devoir collectif que nous avons, c'est de se dire, petit 1, ces métiers, on en a besoin, 300 000 environ emplois à pourvoir dans les années à venir, que ce sont des métiers profondément, j'allais dire, rattachés à l'humain, et qu'on voit bien qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de s'investir, il faut leur donner envie. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si, il faut leur donner envie. Et comment on leur donne envie? Je crois que tout le monde a ici apporté la réponse, que la réponse c'est petit 1, une revalorisation qui n'est sans doute pas suffisante, et on le sait tous, qui est un rattrapage depuis un certain temps, mais qui est un rattrapage historique, et il faut le souligner, et il faut continuer à avancer, que c'est la revalorisation, que c'est la formation à la base, mais que pour moi c'est aussi la formation continue et la perspective d'avoir une carrière ou un métier qui peut évoluer. Je crois que les jeunes qui rentrent dans une filière, ils n'ont pas envie d'y rester toute leur vie. Et on voit bien, ils ont envie de changer, soit de métier, soit de filière. Donc ça, il faut construire ces passerelles, et il faut le dire, parce que ça rend le métier attractif. Se dire que je peux évoluer, je peux changer, et ça, c'est super intéressant pour les jeunes. Quand vous les questionnez, ils ont envie de ça. Donc, et puis, ça passe par la communication et inverser ce par quoi nous avons commencé ce quinquennat, c'est-à-dire un EHPAD bashing qui a été catastrophique en termes d'image pour les métiers de ce secteur. Au contraire, se servir de la crise pour inverser et dire, je le redis, que ces métiers du care, et je préfère dire humains, mais ces métiers du care, voilà, sont des beaux métiers, et que à l'heure où on parle de chômage, on parle de 300 000 emplois sont à pourvoir, et que tous ensemble, avec des mesures qui sont prises en termes de revalorisation salariale, de formation à la base, de formation continue, de qualité de vie au travail, d'organisation au travail, parce que c'est important pour les jeunes. Et on voit bien, la crise sanitaire a mis là-dessus un sujet. Donc voilà. Merci. On va parler formation, hein, vous y faisiez allusion. Éric, on peut dire un mot en introduction, parce que Sophie Cazard va nous en dire un peu plus. On peut dire un mot de cette formation accompagnant en gérontologie, puisque du côté du CINERPA et de ses adhérents, on se mobilise également. Oui, alors, cette formation, enfin moi ce que je vais souligner, puisque Sophie en parlera mieux que moi et dans le détail, c'est l'alliance donc de Pôle emploi, le Greta, la Croix-Rouge, le CINERPA Occitanie. Alors nous, on a particulièrement dans Musevie Martine Danez, qui est la présidente locale du CINERPA, qui s'est beaucoup investie. Je crois que j'ai oublié personne, si ce n'est le rectorat et bien sûr la région, d'accord, comme ça vous compléterez hein, si j'ai oublié. Moi, ce qui me passionne dans ce sujet-là, c'est deux choses. La première, c'est que quand on met autour de la table des sachants, il en sort quelque chose. Voilà. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, c'est créer un échelon entre l'ASH et l'AS, puisque c'est vrai que souvent, le passage AS est une marche importante. Et donc, effectivement, cet échelon intermédiaire va permettre de mieux avoir cette filière de carrière qui amène peut-être jusqu'au statut d'infirmière. Et aujourd'hui, on voit là, bien... on a une première marche vers le métier d'aide-soignant. Exactement. En fait, je dis souvent, quand on voit les participants, il y a 25%, ce sont des professionnels déjà qui travaillent dans des EHPAD qui veulent se professionnaliser, et 75% sur l'accès à l'emploi. Et moi, j'aime à croire qu'on passe en fait du prendre soin au savoir prendre soin dans cette étape-là. Et voilà, moi, on doit être mobilisés tous ensemble, les sachants, pour proposer des choses au gouvernement pour nous aider dans cette quête qui est très importante d'attirer vers nos métiers, puisqu'on en a besoin. On rappelait 300 000 emplois d'ici
2030. Alors, Sophie Cazard, vous êtes directrice de l'Institut régional de formation d'Occitanie de la Croix-Rouge. Que peut-on dire de plus sur cette formation d'accompagnant en gérontologie lancée par le CINERPA en partenariat avec Pôle emploi, la Croix-Rouge et le Greta? Oui, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai plus grand-chose à rajouter finalement. Non, si ce n'est que c'est une expérimentation effectivement qui a vu le jour en Occitanie en fin 2018. Et je crois que ça reprend tout ce que tout le monde a dit jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un alignement favorable des planètes et des acteurs, ce qui n'était pas rien, puisque effectivement, nous, on avait une collaboration avec le CINERPA, puisque nous avions monté une certification pour les IDEC ensemble déjà, et effectivement des collaborations naturellement avec Pôle emploi. Et là, effectivement, un besoin, un constat basique, vous l'avez déjà dit. D'une part, effectivement, des difficultés de recrutement sur des métiers en tension et sur le secteur effectivement du sanitaire et du médico-social, et puis également des difficultés d'attractivité, de découverte de nos métiers. Donc à partir de là, on s'est mis autour de la table et je tiens à remercier très chaudement Monsieur Serge Lemaitre, qui était notre directeur régional de Pôle emploi, qui a porté ce dossier, et je crois que très honnêtement, on n'y serait pas arrivé sans son soutien. Et également Véronique Gémard, qui a été une ambassadrice hors pair du CINERPA donc, pour ce projet. Donc, à partir de là, on se met autour de la table et on se dit on n'a pas droit à l'erreur. On est deux organismes de formation, donc la Croix-Rouge française et le Greta. On est très vite assez attaqué sous l'angle on va faire de la sous-formation, et c'était vraiment pas notre objectif. L'idée, on poursuivait finalement quatre types d'objectifs. D'une part, la sécurisation des pratiques professionnelles. Comme vous l'avez dit, il y avait des personnes dans les EHPAD faisant fonction sans qualification, donc nécessité vraiment de sécuriser le prendre soin effectivement du résident. Faire découvrir nos métiers et par là même, effectivement, faire découvrir nos métiers à des demandeurs d'emploi, des personnes qui cherchaient de l'emploi. Troisième objectif, c'était l'insertion professionnelle durable, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire une formation et puis après, finalement, un contrat et puis plus rien. Et quatrième objectif, bon, peut-être très égoïstement pour les organismes de formation, c'était effectivement de donner une offre certifiante entre les ASH et aides-soignants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout le monde d'abord n'ambitionne pas dans un premier temps de devenir aide-soignant, et également parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie de se lancer dans un parcours. C'est difficile, le diplôme d'état d'aide-soignant. Et donc l'idée, c'était de faire cette première marche, ce premier bloc de compétences, effectivement, on l'espère, pour le diplôme d'état. Voilà, pardonnez-moi, je vais très vite. Je vous interromps, pardonnez-moi, Madame Cazard. Christophe Guéry, parce que je voudrais qu'on dise quand même un mot, voire de l'initiative et de ce dispositif très innovant que vous proposez. Christophe Guéry, vous êtes directeur de la formation de Corian France, qui travaille depuis 2 ans sur un parcours d'aide-soignant en milieu professionnel. C'est le dispositif Transco. On est dans la validation des acquis par l'expérience inversée. Alors dit comme ça fait très peur, mais vous allez voir, le dispositif est particulièrement intéressant et innovant. Dites-nous de quoi il s'agit. Bien, bonjour à tous. C'est quelque chose d'assez simple en fait. On a aussi des problèmes d'attractivité, on n'échappe pas à la règle chez Corian, et on recrute beaucoup tous les ans, puisqu'on recrute notamment plus de 2500 aides-soignants par an. Donc on avait un problème à régler. On a commencé à le traiter en développant fortement ces dernières années l'apprentissage. On a créé notre CFA, on travaille avec des partenaires, la Croix-Rouge, le Greta aussi. Et puis on a voulu aller plus loin. Et effectivement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être attractif face à des secteurs qui finalement, eux, et notamment avec la crise qu'on a traversée, se retrouvent potentiellement en difficulté ou qui rencontrent des mutations de métier. Et à ce moment-là, en fait, on a imaginé un parcours qu'on a préparé qui vise le diplôme d'aide-soignant. C'est un parcours qui se réalise en VAE dite inversée, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens aient 1 an d'expérience pour les embarquer, comme on le fait beaucoup avec nos ASH dans une VAE, mais là, on les accueille dans nos maisons et on leur bâtit quelque part un parcours d'expérience qui est relayé avec de la formation en situation de travail. Donc on a imaginé ça, on l'a valorisé auprès des pouvoirs publics, du ministère du Travail notamment. On a travaillé avec Myriam El Khomri et le cabinet Siassi qui nous a mis en relation
avec des entreprises qui souhaitaient, qui pouvaient faire évoluer leurs salariés. Ça a démarré avec l'entreprise de Richebourg, ça a continué, ça continue encore aujourd'hui. C'est une entreprise de nettoyage. C'est une entreprise de service, oui, voilà, de Richebourg, de service, et ça continue aujourd'hui avec Monoprix, que tout le monde connaît. Ces entreprises-là, en fait, elles ont fait de l'anticipation de leur côté, en n'attendant pas que ça aille mal, mais en anticipant, en proposant à leurs salariés donc, de s'engager dans une reconversion volontaire qui s'appuie donc sur le dispositif Transco. Et nous, de l'autre côté, en fait, on a pris le parti de les accueillir tout de suite. C'est peut-être ce qui est à retenir quelque part de ce parcours, c'est qu'on n'envoie pas les gens en formation pour qu'après ils recherchent un travail dans notre secteur d'activité. Et vous l'avez tous souligné, le dispositif de formation aide-soignant est quand même relativement lourd. On accueille les gens tout de suite. On les prend, passez-moi l'expression, quand ils sont mûrs, quand ils sont prêts, et on leur propose de vivre tout de suite une expérience de reconversion dans nos EHPAD ou dans nos SSR. Donc c'est une expérimentation en cours à Paris pour l'instant, Marseille là en décembre et Lyon probablement en début d'année. Oui, en fait on a initié le dispositif dans 3 départements de la région parisienne. Et puis on l'a rapidement étendu à toute la région parisienne. Donc aujourd'hui on a une bonne quarantaine de personnes qui démarrent ou qui ont démarré depuis 6 mois. Donc un parcours dans nos établissements de la région parisienne. Et là en ce moment effectivement on s'apprête à répliquer en province et on a des personnes qui devraient arriver début d'année prochaine, donc dans nos maisons sur Aix, sur Marseille et sur Lyon. Alors on précise que l'État prend en charge 100% du coût de la formation et des salaires pour les entreprises de moins de 300 employés et 40% pour celles qui ont plus. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Corian, donc on fait un peu plus de 300 salariés. Donc effectivement, il y a un dispositif qui est attractif pour des grandes entreprises comme Corian, de Richebourg et Monoprix. L'État, effectivement, via Transco, prend en charge. Il ne prend en charge que 40%. C'est plus onéreux. Le salaire est pris en charge, le delta, le solde du salaire est pris en charge par l'entreprise dite source, donc de Richebourg et Monoprix. Et nous, chez Corian, on investit en prenant en charge la formation. Florence, ton regard sur ces dispositifs? Justement, c'est vraiment des opérations qu'on mène un peu partout, tout le monde, tous les acteurs sont mobilisés, accompagnés en gérontologie. Alors on en parle, mais c'est vraiment effectivement Martine Danès qui m'a couru après pendant des années avec Véronique Gémard de Toulouse, qui voulait absolument que je m'occupe de ce dossier aussi, que je regarde. Et puis finalement, c'est vrai que ça a beaucoup bougé en Occitanie, au point où on a même demandé le RNCP, l'inscription au RNCP qu'on a obtenu cette année. Donc accompagnant en gérontologie, c'est vraiment quelque chose vraiment que l'on considère être une solution d'avenir, parce qu'on a des ASH qui font un travail justement de faisant fonction parfois, et vraiment le fait de les former sur 300 heures, le fait d'être accompagnés par Pôle emploi, c'est vraiment la possibilité de leur justement ce développement de carrière dont on parlait tout à l'heure, parce qu'une fois qu'elles seront accompagnées en gérontologie, elles seront plus susceptibles d'aller peut-être vers un parcours d'AS. Et de la même manière, notre job aussi va être derrière d'aller voir l'État en disant accompagner en gérontologie, finalement c'est le premier niveau du soin, c'est l'accompagnement, c'est l'aide aux toilettes, c'est l'aide au repas, c'est tout ce que font les personnels d'accompagnement du CARE justement. Et donc il faudra que l'assurance maladie évidemment à un moment donné regarde ça. Donc évidemment pour le dispositif Transco c'est pareil, Corian quand même, on les félicite d'être une des premières entreprises françaises à aller sur ce dispositif. Donc oui, on voit bien que nos entreprises, en PACA également, une convention qui a été signée avec Pôle emploi et l'ARS sur la validation des acquis de l'expérience, un dispositif qui pourrait faire permettre la formation de dizaines de milliers de salariés en France. Et ça patine parce que c'est 2 ans, c'est livré 1, c'est livré 2, enfin c'est long, c'est très très long, c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant. Et donc là aussi, il y a des processus d'accélération qui peuvent être mis en place. Donc tous autant qu'on est, on développe partout et donc on compte sur Pôle emploi aussi au niveau national pour nous accompagner, pour
le ruissellement, ce fameux ruissellement qu'on attend pour que voilà, tout puisse arriver en France nationale, parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur des fleurets mouchetés dans toute la France, et on voudrait vraiment des dispositifs nationaux qui nous aident à recruter massivement dans notre secteur. Madame Firmin-Lebaudot, un mot rapide Juste pour un mot conclure. rapide pour rebondir sur ce que vient de dire Florence. La simplification est sans doute un des enjeux rapides en termes de validation d'acquis d'expérience, mais juste l'expérience de Corian montre à quel point une autre réforme importante, c'est la réforme de l'apprentissage. C'est-à-dire que permettre de créer son centre d'apprentissage est quelque chose d'important et dont les professionnels devraient se saisir un tout petit peu plus. Et votre exemple, même si ce n'est pas facile, est sans doute un bon exemple. Merci. Alors justement, on signera, pardon, mais merci, Oui. on rebondit l'une sur l'autre, on adore ça, on aime ça. On va signer une convention, justement, et on travaille beaucoup autour de l'apprentissage. On en avait signé une pour l'apprentissage des aides-soignants, puisque c'est un nouveau modèle aussi d'entrée dans le secteur pour les soignants, c'est tout nouveau finalement, et on signe prochainement, et on devait le faire maintenant, on n'a plus le temps, mais une convention pour le métier de psychomotricien, celui-là également, l'apprentissage des psychomotriciens, très très important avec l'ISRP, notre partenaire historique, et c'est vraiment très important cette voie d'entrée, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs les crédits de plan de formation sont souvent dédiés, c'est via l'apprentissage qu'on obtient du financement de la formation professionnelle, donc oui, l'apprentissage est une clé aussi du dispositif. Le vrai mot de la fin avec Madame Lasserre. Juste pour compléter en disant, on parle de passer à l'échelle au niveau national. Il faut savoir que c'est depuis juin 2021 que les IFAS peuvent proposer des formations en alternance et donc en apprentissage. Voilà. C'est un des exemples très clairs de comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle. Merci beaucoup et merci d'avoir respecté la concision. Pardonnez-nous, on vous laisse regagner la salle sous les applaudissements.